La NASA a créé un super rover appelé Curiosity et l'a envoyé sur Mars pour découvrir tout ce que la planète rouge a à offrir, car elle deviendra peut-être notre prochaine demeure. Curiosity explore la surface de Mars, prend des mesures et recueille des données depuis plus de 10 ans, 2011. Et ce bon vieux Curiosity est tombé sur d'intéressantes roches froissées par les vagues dans une région de la surface martienne que l'on pensait beaucoup plus aride. Les scientifiques pensent que cette zone était en fait le lit d'un lac. Il pourrait en effet s'agir du fond d'un lac asséché, avec tous les sédiments et autres éléments qui s'y sont accumulés. Tout cela peut nous donner des indices importants sur l'histoire du lac. Par exemple, les types d'organismes qui ont pu y vivre, sa profondeur, sa durée d'existence, etc. Ces motifs striés formés par les vagues nous indiquent que ces roches ont pu se former à une époque où des vents puissants soufflèrent avec force sur les eaux de cet ancien lac. Vous connaissez ce son particulier que l'on entend lorsque l'on porte un coquillage à son oreille? Il est dû à la façon dont l'air est piégé à l'intérieur du coquillage et à son frottement contre les parois de celui-ci. L'air ne pouvant s'échapper, il vibre à des fréquences qui dépendent de la taille du coquillage. Et oui, vous avez l'impression d'entendre le bruit des vagues s'écrasant sur un rivage. Et maintenant, j'imagine Mars, un endroit où l'on peut encore entendre le bruit des vagues battre les rives d'immenses lacs mystérieux, disparus depuis longtemps. Au cours de sa mission, Curiosity a également rencontré un objet métallique qui s'est avéré être une météorite. Cet étrange rocher venu de l'espace est composé de nickel et de fer. Il s'appelle Cacao, fait la taille d'une petite voiture, 2 mètres de long, et pèse plus d'1 tonne. Il s'agit d'une découverte importante, car il est rare de trouver des objets métalliques à la surface de Mars. La plupart des roches sont constituées de basalte ou d'autres matériaux volcaniques. Ce morceau de métal pourrait donc nous en apprendre davantage sur l'histoire de Mars et sur la façon dont la planète s'est formée. De plus, il est tout à fait remarquable. La surface de Mars est rouge à cause des oxydes, tandis que Cacao a un aspect métallique gris foncé. Il est également arrondi et lisse, ce qui signifie bien qu'il a traversé l'atmosphère de Mars. D'autres robots ont exploré Mars. Par exemple, le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, de la NASA, a découvert des dunes de sable circulaires. Les dunes de sable sont très répandues sur la planète rouge. Elles se présentent sous différentes formes et tailles, mais ces dunes circulaires-là sont beaucoup plus rares. Elles sont constituées de sable foncé et sont entourées de matériaux plus clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont disposées selon un schéma spécifique, comme les rayons d'une roue. Cela pourrait être dû à la façon dont les vents soufflent à cet endroit. Mais revenons à notre ami Curiosity. Il a découvert bien d'autres choses intéressantes, comme les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, par exemple. Les niveaux changent en fonction des saisons. Il y a plus d'oxygène au printemps et en été. On ne sait pas encore pourquoi, mais bien sûr ces niveaux restent insuffisants pour que nous puissions respirer sur Mars. La concentration d'oxygène y est de 0,1%, soit environ 100 fois moins que dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone, avec des traces d'autres gaz. Curiosity a également décidé d'analyser l'âge des roches découvertes. Et il semble qu'elles soient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait. Certaines remontent à plus de 3 milliards d'années. Notre rover a aussi trouvé des molécules organiques dans des échantillons de sol. Ces molécules sont en fait les éléments constitutifs de la vie. Cela ne prouve pas qu'il y ait effectivement de la vie sur Mars. C'est simplement l'un des éléments qui suggère qu'il pourrait y avoir eu une forme de vie il y a très longtemps. Curiosity a décelé des preuves potentielles de l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide sous la calotte polaire sud, probablement très salé et rempli de différents minéraux. Cette salinité élevée est la raison pour laquelle cette eau pourrait rester liquide à des températures bien inférieures au point de congélation. Ce serait plutôt sympa de disposer d'un océan souterrain dans lequel se baigner, surtout lorsque ces vents martiens fous font rage à la surface. Et ce serait génial d'avoir quelque chose qui nous protégerait des niveaux de radiation insensés sur la planète rouge. Le sol martien contient des substances chimiques et des sels toxiques qui peuvent être très nocifs pour l'homme.
Les astronautes pourraient être exposés à ces substances toxiques, soit par contact direct avec le sol, soit en inhalant des poussières contenant ces sels. De plus, ces substances pourraient poser un problème pour les cultures. Il s'agit d'une découverte très importante pour les futures missions sur Mars, car les astronautes devront être en mesure de cultiver leur propre nourriture pour pouvoir survivre. Un autre élément favorable à l'idée d'une vie potentielle sur Mars est la découverte de méthane. Le méthane est une découverte très importante car, habituellement, ce sont les organismes vivants qui le produisent. Sans eux, d'où pourrait-il provenir? En réalité, il y a plusieurs explications possibles. Il y a par exemple l'activité géologique des réservoirs souterrains. Une autre idée est que des météorites auraient apporté ce méthane sur la planète rouge. Fait intéressant, les niveaux de méthane sont plus élevés dans certaines zones. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'aime bien la théorie selon laquelle le méthane proviendrait d'organismes vivants. Il est possible que les volcans de Mars soient encore actifs. Nous savons qu'il existe de nombreux volcans éteints sur la planète rouge, mais nous n'avons jamais trouvé suffisamment de preuves pour affirmer que certains d'entre eux sont encore vivants. Des scientifiques ont étudié des dépôts volcaniques et ont découvert que certains volcans pourraient être entrés en éruption il y a environ 5000 ans. Auparavant, tout le monde pensait que la dernière éruption s'était produite il y a 3 à 4 milliards d'années. Si l'on pouvait comprimer l'histoire géologique de Mars en une seule journée, cela équivaudrait à une éruption survenue il y a une seconde. Alors, on ne sait jamais. Le magma bouillonne peut-être encore secrètement sous la surface martienne. Les générations futures venues y bâtir des colonies auraient de quoi vraiment s'amuser. Mais Mars est un endroit froid et stérile sur lequel la vie n'est plus possible. Et l'une des principales raisons est la perte de son atmosphère. La planète rouge avait autrefois une atmosphère beaucoup plus épaisse, semblable à celle de la Terre. Ce phénomène s'explique en grande partie par la faiblesse relative de son champ magnétique. Le champ magnétique terrestre protège notre atmosphère du vent solaire, un flux de particules chargées provenant de notre bel astre. Sans un champ magnétique puissant, Mars n'a pas pu se protéger face à cette force dévastatrice qui a fini par emporter la plus grande partie de son atmosphère. Un autre facteur ayant joué un rôle important dans la perte de l'atmosphère de Mars est sa gravité relativement faible. La gravité de Mars étant plus faible que celle de la Terre, les molécules de gaz s'échappent plus facilement dans l'espace. Mars était donc assez proche de notre planète à une certaine époque. Mais avec son atmosphère ténue, elle ne peut pas conserver la chaleur, ce qui la rend très froide et très difficile à explorer pour nous. Mais c'est peut-être une bonne chose que nous n'ayons pas eu l'occasion de visiter la planète rouge à sa belle époque. On dit qu'un immense déluge y aurait eu lieu. Oui, Mars était très probablement plus humide et plus hospitalière qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec de belles rivières et de magnifiques lacs, étangs et autres étendues d'eau. Certaines recherches ont également mis en évidence l'existence de grands canaux creusés à la surface de la planète. Ces canaux sont bien plus grands que tous ceux que nous avons pu découvrir par le passé. Ils suggèrent que ce grand déluge s'est produit il y a des milliards d'années. Il a peut-être été causé par différents phénomènes, tels que l'activité volcanique, la fonte des glaces et la libération de dioxyde de carbone par la croûte terrestre. Ce déluge aurait peut-être même créé des étendues d'eau temporaires. Espérons que nous trouverons davantage d'indices de la présence de traces de vie microbienne. Ce serait quand même sympa. Il existe sur Mars une structure intrigante, un carré. Un carré presque parfait, isolé au milieu de l'infini désert rouge. Et il paraît trop impeccable, trop rigoureusement dessiné, pour être d'origine naturelle. Le chaos règne dans la nature, qui confère rarement aux choses un aspect si délibéré. Serait-ce Bob l'éponge? Allons donc. Dès que l'image est apparue, Internet s'est enflammé, comme à son habitude. Elle s'est répandue à toute vitesse sur les réseaux sociaux, alimentant une avalanche de théories. Certains y ont vu la preuve irréfutable qu'une civilisation intelligente avait jadis foulé les dunes martiennes. Examinons cela d'un peu plus près. L'image est bien réelle, et la formation qu'elle montre est très ancienne. Elle a été capturée en 2001 par la caméra Mars Orbiter de la NASA
immortalisant un infime fragment du paysage martien. Et là se trouvait notre carré. S'agit-il là d'une trace laissée par une intelligence? Mars est aujourd'hui un monde désertique, baigné de rouille et de silence. Mais il fut peut-être, dans un lointain passé, une planète très différente, parcourue de fleuves tumultueux, bordée de vastes océans et survolée de lourds nuages. Dans un environnement aussi propice, la vie, si elle en a eu l'opportunité, aurait pu s'établir. Et il se pourrait bien qu'elle l'ait fait. Les scientifiques estiment qu'une forme de vie aurait pu exister sur Mars pendant une courte période, comprise entre 4,1 et 3 milliards d'années. Elle aurait émergé durant l'époque noachienne et perduré jusqu'à la fin de l'époque hespérienne. Pendant ce temps, sur Terre, les premiers océans n'en étaient qu'à leur genèse. La vie y balbutiait encore, sous forme de bactéries microscopiques nichées dans les cheminées hydrothermales des profondeurs marines. Tandis que Mars baignait déjà dans l'eau, notre planète ne connaissait ni flore, ni faune, uniquement une vie primitive luttant pour exister. Ainsi, Mars a pris une avance décisive dans la course à l'émergence de la vie. Son atmosphère, bien plus dense, aurait pu retenir suffisamment de chaleur pour maintenir l'eau à l'état liquide. Les vastes réseaux de vallées, ces cicatrices monumentales dans le paysage rouge, témoignent d'une histoire marquée par les pluies, les fleuves et les lacs. Et de gigantesques astéroïdes continuaient de percuter la planète, emportant peut-être avec eux des molécules organiques. Mais si cela est fondé, que s'est-il donc produit? Et où la vie est-elle passée? Une étude récente de la NASA révèle que la situation est plus complexe qu'on ne le pensait. Les astronomes imaginaient qu'un bouleversement avait frappé Mars, un événement cataclysmique, et son doux climat se serait évanoui. Son atmosphère se serait raréfiée. Privée d'un champ magnétique robuste tel que celui de la Terre, la planète aurait vu le rayonnement solaire éroder son enveloppe gazeuse, la laissant froide et aride. L'océan s'est tout simplement évaporé. Une partie de l'eau s'est échappée dans l'espace, tandis que le reste s'est figé dans le sous-sol, ou s'est retrouvé piégé au sein des calottes polaires. Ce qu'il en reste aujourd'hui n'est qu'un vestige spectral, des canaux asséchés et des dépôts salins. Pourtant, il semble que cette transformation n'ait pas été soudaine. Elle s'est opérée au fil de millions d'années, alors que la planète passait d'un monde chaud et humide à un désert froid et désolé. En réalité, Mars a conservé ses océans même après que les températures ont chuté sous le point de congélation. Certaines régions, notamment les basses terres du Nord, auraient pu demeurer humides pendant de nombreux siècles. Mais l'eau ne devrait-elle pas geler en dessous de 0 degré? En principe, oui. Toutefois, plusieurs facteurs auraient pu retarder ce phénomène. L'épaisse atmosphère de Mars, bien sûr, mais aussi la circulation d'eau tiède à travers des courants souterrains ou de surface. Et pendant cette période évoquée plus tôt, du Noachien jusqu'à la fin de l'Hespérien, la vie aurait très bien pu trouver un chemin. Sur Terre, les microbes prospèrent dans des conditions extrêmes, sous les glaces antarctiques, dans les sources hydrothermales abyssales, ou encore dans des lacs volcaniques chargés de toxines. La vie se moque bien de tels obstacles. Ainsi, ces époques martiennes auraient pu lui être propices. Mais ne vous y trompez pas, Mars n'a jamais été un Éden luxuriant. Même durant ses phases dites tempérées, elle ne ressemblait en rien à une planète verdoyante. Dans ses jeunes années, elle présentait des conditions plus extrêmes, plus proches de celles de la Terre primitive. Au cours de l'époque noachienne, elle était certes chaude, mais également humide. Puis le climat a basculé vers l'Hespérien. Les océans s'étendaient alors sur les basses plaines du Nord. Les températures ont chuté et la neige s'est accumulée, formant d'immenses glaciers dans l'hémisphère sud, métamorphosant la planète en un désert glacé. L'existence d'une vie microscopique à cette époque est plausible. Mais une civilisation intelligente, c'est nettement moins probable. Le carré devenu viral ne constitue en rien une preuve de vie intelligente, et voici pourquoi. Tout d'abord, beaucoup s'alarment à l'idée que la nature ne trace pas de ligne droite. Or, cette affirmation est fausse. En vérité, la nature en génère fréquemment. Prenez par exemple la chaussée des Géants, en Irlande du Nord, une étendue spectaculaire de colonnes hexagonales en basalte. Ce phénomène est entièrement naturel, résultat direct d'une activité volcanique ancienne. On peut également citer la Tour du Diable, dans le Wyoming. Vous vous souvenez sans doute du film Rencontre du troisième type, sorti dans les années 80? Cette structure rocheuse symétrique s'est formée par simple érosion. Vue depuis l'espace, elle semblerait pourtant artificielle. Alors, que penser de ce carré? Il pourrait tout simplement s'agir d'un schéma de fracture dans la roche,
ou d'un terrain fissuré en ligne droite sous l'effet de la contrainte. Ce type de formation est courant sur Terre, lorsque la roche se dilate ou se contracte avec le temps. Sur Mars, où le sol subit en permanence l'impact de météorites, les vents violents et des écarts de température extrêmes, de telles contraintes sont inévitables. Il s'agit ici d'un cas typique de pareidolie, ce biais cognitif qui pousse notre cerveau à détecter des formes familières dans des motifs aléatoires. C'est un mécanisme que l'évolution a favorisé. Voilà pourquoi nous croyons parfois discerner des visages dans des troncs d'arbres, des animaux dans les nuages, ou des silhouettes dans des formations naturelles. Par ailleurs, la NASA photographie Mars depuis des décennies. Nous disposons d'images en haute résolution de cratères, de chaînes montagneuses, de vallées, de lits asséchés. Une civilisation ancienne n'aurait-elle pas laissé derrière elle, disons, quelque chose d'un peu plus probant qu'un simple rocher carré? Même en tenant compte de l'érosion, nous devrions repérer davantage d'indices. Routes, fondations, objets, ruines, au moins une trace tangible. Cela dit, il est vrai que l'on perçoit bien quelque chose. Ce carré n'est pas le premier phénomène martien à nous troubler. Au fil des années, on a cru identifier toutes sortes de choses, des tunnels au visage sculpté, et même Bigfoot, ou encore cette ouverture, parfaitement rectangulaire, semblable à une porte. C'est précisément ce que le public a cru apercevoir dans l'image des falaises orientales du mont Sharp, transmise par Curiosity. On pourrait presque y voir un ancien passage menant vers les profondeurs, comme s'il suffisait d'y entrer pour découvrir une base souterraine. La NASA a décidé d'examiner cette étrange ouverture de plus près. Résultat, elle ne mesure que 30 cm de haut pour 40 cm de large, soit la taille d'une chatière. Ce que nous observons n'est donc pas une entrée, mais une fracture ouverte, une fente dans la roche formée naturellement avec le temps. Ce type de fissure est extrêmement répandu, aussi bien sur Terre que sur Mars. Il résulte de tensions dans le substrat rocheux, qui peut se dilater, se contracter ou s'éroder sous l'effet du vent et des siècles. Si vous traversiez un désert terrestre, vous croiseriez quantité de formes analogues. Les canyons, les falaises, voire les blocs de pierre présentent souvent des failles qui, sous le bon angle, évoquent des portes. La seule différence, c'est que la NASA ne les photographie pas. Quant à la supposée rectitude des lignes, elle n'était qu'une illusion d'optique due à l'angle de vue. En élargissant le champ, on découvre qu'il s'agit d'une simple entaille dans une structure rocheuse, bien plus vaste. Songeons aussi au fameux visage de Mars, photographié en 1976 par la sonde Viking 1 alors qu'elle cartographiait la planète. Dans la région de Cydonia, elle a capturé une formation rocheuse d'environ 2 km de long, ressemblant à un immense visage humanoïde. Cette image à elle seule a suscité livres, films, documentaires et podcasts. Mais, à l'époque, les caméras embarquées sur les orbiteurs Viking n'étaient guère perfectionnées. La résolution était faible, les détails flous. Les missions suivantes disposaient d'instruments bien plus performants. En 2001, Mars Global Surveyor a revisité la région. Et cette fois, plus aucun doute n'était possible. Le visage n'était qu'une colline. Une structure rocheuse irrégulière, marquée de crêtes et de creux modelés par les vents et l'érosion. En 2006, une autre mission a permis de capturer une image en couleur, d'une précision remarquable, et le moindre vestige de visage s'était dissipé. Une nouvelle démonstration du pouvoir trompeur de la pareidolie. Mars recèle encore bien des énigmes à élucider, mais elle relève de son passé géologique, non de l'héritage d'une civilisation oubliée. Morale de l'histoire. Ne croyez pas tout ce que vous voyez circuler en ligne. Parfois, un rocher mystérieux n'est rien d'autre qu'un rocher. Mars pourrait, à notre insu, perturber les abysses de nos océans. Située à 225 millions de kilomètres de la Terre, elle était autrefois jugée trop éloignée pour exercer une quelconque influence sur nous. Or, cette certitude a récemment vacillé avec la mise en évidence d'un effet papillon inattendu. Une modeste attraction gravitationnelle, à l'origine anodine, finirait par engendrer d'immenses tourbillons dans les profondeurs marines. Cette hypothèse a émergé lorsque des scientifiques se sont penchés sur l'analyse de près de 300 forages réalisés dans le plancher océanique dans les années 60. Leur objectif était d'évaluer la puissance des courants profonds en examinant les sédiments, ces dépôts de sable ou de vase qui se sont accumulés au fond des mers durant 65 millions d'années. Le fond océanique est constitué d'une superposition de strates sédimentaires. Lorsqu'elles suivent un schéma régulier, cela indique une accumulation progressive et ininterrompue des matériaux,
signe que les courants marins sont restés relativement stables. Toutefois, les chercheurs ont relevé une anomalie. À certaines époques précises, aucune trace de sédimentation ne subsistait, ce qui impliquait qu'un facteur extérieur avait rompu ce processus naturel. L'explication la plus plausible réside dans l'existence de puissants courants sous-marins. Leur intensité aurait été telle qu'ils auraient déplacé les sédiments de leur emplacement initial. Mais l'aspect le plus intrigant de cette découverte réside ailleurs. Toutes les interruptions relevées se sont produites selon un intervalle constant de 2,4 millions d'années. Au total, 27 périodes de rupture ont été mises en évidence, un phénomène qui ne saurait être attribué au simple hasard. Les chercheurs ont alors compris qu'ils ne faisaient pas face à de simples irrégularités dans le dépôt des sédiments, mais bien à un phénomène cyclique. D'après les spécialistes, la seule explication envisageable trouve son origine dans l'espace et s'inscrit dans le cadre des grands cycles astronomiques. Pour saisir ce mécanisme, il convient d'évoquer d'abord les cycles de Milankovitch. Ces cycles doivent leur nom au scientifique serbe qui, il y a un siècle, a émis l'hypothèse que les variations dans la trajectoire orbitale et l'inclinaison de la Terre pouvaient influer sur son climat à long terme. Les mouvements de notre planète ne sont pas immuables et peuvent être perturbés par divers facteurs, notamment par l'influence gravitationnelle d'autres astres. En temps normal, l'orbite terrestre autour du Soleil s'apparente à un cercle quasi parfait. Toutefois, à intervalles réguliers, cette trajectoire subit l'effet de l'attraction exercée par Jupiter et Saturne, qui déforment alors l'orbite et lui confèrent une forme plus elliptique. De telles modifications influencent la quantité et la répartition de l'énergie solaire reçue par notre planète, ce qui entraîne des bouleversements climatiques. D'après la théorie de Milankovitch, ces variations suivent des cycles bien définis, de 405 000, 100 000, 41 000 et 23 000 ans. On suppose que ces cycles seraient à l'origine de l'alternance entre périodes glaciaires et interglaciaires. Cette hypothèse, d'abord théorique, a été validée dans les années 70, lorsque des scientifiques ont découvert des preuves de ces rythmes cycliques en analysant les sédiments marins. Des analyses plus récentes ont révélé qu'au-delà des cycles de Milankovitch, d'autres changements climatiques suivèrent des cadences nettement plus étendues. Ici, il n'est plus question de dizaines de milliers d'années, mais de phénomènes qui s'étalent sur plusieurs millions d'années. C'est précisément ce qui caractérise les grands cycles astronomiques mentionnés précédemment. Jusqu'à présent, notre compréhension de ces phénomènes reposait essentiellement sur des modèles mathématiques et informatiques. Trouver des indices géologiques attestant de l'existence de ces cycles astronomiques multimillénaires et de leur influence sur la Terre relevait d'un véritable défi. Mais les choses ont changé. Les découvertes réalisées au fond des océans pourraient bien fournir la preuve tant attendue. En effet, la période de 2 400 000 ans correspond précisément aux traces d'interaction gravitationnelle entre la Terre et Mars. Lorsque ces deux planètes suivent leurs trajectoires respectives, leurs champs gravitationnels entrent en interaction selon un phénomène de résonance, exactement comme c'est le cas avec Jupiter et Saturne. Périodiquement, l'influence gravitationnelle de Mars perturbe légèrement l'orbite terrestre, rapprochant notre planète du Soleil. Ce phénomène, à l'instar des cycles de Milankovitch de plus courte durée, a des répercussions sur le climat. Il se traduit par une augmentation du rayonnement solaire reçu par la Terre, entraînant un léger réchauffement. Toutefois, les scientifiques estiment que cet apport supplémentaire d'énergie solaire reste modéré. Il ne s'agit pas d'un bouleversement tel que notre planète deviendrait une fournaise invivable. Néanmoins, même une variation minime du climat peut avoir des conséquences notables, notamment sur la circulation océanique. Une augmentation des températures favorise la multiplication des tempêtes de grande ampleur, lesquelles génèrent des tourbillons capables d'entraîner les sédiments jusqu'aux abysses océaniques. Ces phénomènes, comparables à d'immenses vortex sous-marins, jouent un rôle clé dans la dynamique des fonds marins. L'identification de ces discontinuités dans les archives sédimentaires des grands fonds constitue une avancée majeure, sans doute la plus solide confirmation à ce jour de l'existence des grands cycles astronomiques. Comme évoqué au début de la vidéo, ce processus rappelle l'effet papillon. Tous les 2 400 000 ans, l'attraction gravitationnelle de Mars modifie l'orbite terrestre, entraînant un réchauffement climatique. Ce réchauffement stimule la formation de puissants tourbillons sous-marins, qui finissent par bouleverser la dynamique des eaux profondes. Les cycles mis en évidence dans cette étude coïncident également avec certaines périodes de réchauffement climatique déjà bien documentées dans l'histoire de la Terre, notamment le fameux maximum thermique du Paléocène-Éocène. Cet épisode, survenu il y a environ 56 millions d'années,
a entraîné une hausse des températures d'environ 8 degrés. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour en expliquer l'origine, qu'il s'agisse d'une perturbation orbitale ou du passage d'une comète. Or, cette nouvelle étude suggère que Mars pourrait aussi avoir joué un rôle dans ce phénomène. Bien que ces résultats soient particulièrement intéressants et convaincants, il reste encore beaucoup à faire pour établir un lien direct entre ces cycles astronomiques et les courants océaniques profonds. Certes, les chercheurs ont fourni une explication plausible aux lacunes observées dans les sédiments marins, mais il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse à approfondir. Toutefois, leur réussite est capitale pour l'ensemble de la communauté scientifique. Comprendre précisément le moment où ces grands cycles astronomiques se produisent et leurs effets sur la Terre pourrait s'avérer déterminant. Cela permettrait notamment de mieux distinguer les fluctuations climatiques d'origine naturelle de celles provoquées par l'activité humaine. L'étude de ces tourbillons océaniques apporte aussi de précieuses informations sur l'impact du changement climatique sur la circulation des eaux marines. C'est d'ailleurs ce qui rend cette découverte particulièrement importante, notamment en lien avec une menace majeure, l'éventuel effondrement de la circulation méridienne de retournement atlantique. Ce système de courants océaniques assure la redistribution des masses d'eau dans l'Atlantique, transportant les eaux chaudes vers le nord et les eaux froides vers le sud. Il joue ainsi un rôle clé dans la régulation thermique de la planète et dans l'apport de nutriments indispensables à la vie marine. Or, certains chercheurs redoutent un ralentissement, voire un arrêt de ce mécanisme, aux conséquences potentiellement désastreuses. Si cela devait se produire, les eaux de surface, riches en oxygène, ne se mêleraient plus aux eaux profondes, compromettant ainsi l'équilibre des océans. Pourtant, ce lien possible entre Mars et la Terre ouvre une perspective plus optimiste. Il suggère qu'un réchauffement climatique pourrait entraîner une intensification des courants océaniques profonds, empêchant ainsi les mers de stagner. Cela dit, cette hypothèse reste fragile. Les preuves manquent encore. Certains experts sceptiques rappellent que, bien que l'activité des tourbillons ait effectivement augmenté ces dernières décennies, les observations satellitaires montrent que leurs courants n'atteignent pas systématiquement les abysses et ne garantissent pas toujours une circulation efficace de l'eau. Pour l'heure, impossible de trancher. Seules les recherches futures permettront de savoir qui a raison. Comme la locomotive d'un célèbre conte, le rover Curiosity de la NASA a courageusement parcouru le cratère Gale, sur Mars, essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer il y a des milliards d'années pour que cette planète devienne un désert rouge. Et il semblerait qu'il soit finalement tombé sur quelque chose. Alors que la vie semble aujourd'hui impossible sur Mars, il se pourrait qu'il y ait eu, à une époque très lointaine, un monde plus proche de la Terre, avec une atmosphère épaisse, de l'eau et même de la vie. Et il semble que les choses n'aient changé que récemment. Des études montrent qu'il y a seulement 3 milliards d'années, l'hémisphère nord de Mars aurait abrité un océan stable. Sur Terre, l'ère de l'Archéen battait son plein. Les volcans se déchaînaient et la vie faisait ses premiers pas. Et elle faisait peut-être aussi ses premiers pas sur Mars. Il ne s'agissait pas d'un désert glacé comme l'Antarctique. On y trouvait bien une étendue d'eau semblable à nos océans. Ce climat proche de celui de la Terre a prolongé la période d'habitabilité de Mars d'environ 500 millions d'années, par rapport à ce que l'on pensait jusqu'à présent. En d'autres termes, pendant un demi-milliard d'années, Mars était exactement comme notre planète, avec des conditions idéales pour l'apparition de la vie. Mais il s'est passé quelque chose qui a changé les choses pour toujours. L'atmosphère s'est raréfiée. Mars a perdu ses océans et est devenu l'endroit froid et désolé que nous connaissons aujourd'hui. Le mystère est resté entier pendant un long moment. Mais voilà que Curiosity est tombé sur quelque chose d'intéressant dans le cratère Gale. Un vaste bassin à la surface de Mars où, il y a des milliards d'années, l'eau s'écoulait librement. Il y a trouvé des carbonates qui pourraient bien nous renseigner sur l'ancien climat de la planète rouge. Il s'agit de minéraux qui se forment lorsque le dioxyde de carbone, ou CO2, se dissout dans l'eau. Cela signifie que, pour les créer, vous avez besoin de deux choses, une atmosphère épaisse et de l'eau liquide. Sur Terre, le CO2 est très important parce qu'il aide à piéger la chaleur du Soleil dans notre atmosphère. Cela permet à notre planète de rester suffisamment chaude pour que la vie s'y développe. Les plantes consomment ce CO2 lors de la photosynthèse et créent l'oxygène dont les humains et les animaux ont besoin pour respirer. Sur Mars, la présence de CO2 nous indique qu'il y avait bien là un système climatique fonctionnel. Lorsque le CO2 commence à se dissoudre dans l'eau, il réagit avec certains minéraux du sol, comme le calcium ou le magnésium, et crée des carbonates. C'est un peu comme la formation des coquillages dans les océans ici sur Terre. Mais là, ce sont des roches qui se forment. Et cette découverte est énorme.
Ces carbonates sont en quelque sorte les fossiles de l'ancien climat de la planète. Ils contiennent des informations sur les conditions qui régnaient sur Mars il y a très longtemps. En les étudiant, les scientifiques peuvent en savoir plus sur le passé de la planète et remonter jusqu'à l'époque où il y avait de l'eau. Ils peuvent nous renseigner sur l'évolution de l'atmosphère martienne, nous montrer si l'atmosphère était chaude ou froide, s'il y avait beaucoup d'eau et ce qu'il est advenu de la planète en général. Heureusement, Curiosity peut étudier tout cela sur place. Il est équipé d'un instrument permettant l'analyse des échantillons et d'un spectromètre à laser accordable. Ils permettent aux scientifiques de mener l'enquête. Le premier est un mini-laboratoire sur roue. Il est capable de chauffer des échantillons de roches martiennes à des températures extrêmes. Ces deux fours peuvent chauffer jusqu'à près de 1000 degrés Celsius. Cette chaleur intense provoque la libération des gaz emprisonnés dans les roches, qui sont comme les anciennes empreintes digitales de l'atmosphère de Mars. Une fois ces gaz libérés, le spectromètre les analyse en détail, les réduisant à leurs plus infimes composantes. Ce que les scientifiques ont découvert a bouleversé nos hypothèses sur l'habitabilité de Mars. Il s'avère que non seulement il y a eu de l'eau sur cette planète, mais aussi que quelque chose a conduit à son assèchement et à son refroidissement progressif. En d'autres termes, l'eau de Mars n'a pas simplement disparu, elle s'est évaporée rapidement dans des conditions extrêmes. Que s'est-il donc passé ? Les astronomes ont avancé deux explications possibles. Selon la première, Mars aurait traversé des périodes tantôt humides, tantôt sèches. L'eau ne se maintenait pas très longtemps. Elle apparaissait par à-coups, avec des périodes où la planète s'asséchait, puis redevenait humide. La deuxième possibilité est plus intense. L'eau qui se trouvait là était incroyablement salée et froide. Au lieu d'être liquide, elle était donc principalement gelée. La planète aurait alors été beaucoup trop hostile pour la vie telle que nous la connaissons, avec des conditions trop extrêmes pour que quoi que ce soit puisse y survivre. Ces deux possibilités signifient malheureusement que Mars n'a jamais été un lieu agréable et plein de vie, comme certains l'espéraient. En tout cas, pas à la surface. Cela ne veut pas dire que la vie souterraine n'a pas pu exister. Cela reste une possibilité. Et pour en savoir plus, nous devons continuer à chercher des indices de la présence d'eau. En effet, après des années d'exploration, les scientifiques viennent de faire une découverte stupéfiante. Sous la surface rocheuse de la planète rouge se cache un réservoir d'eau liquide. De l'eau véritable, cette fois. Pas de la glace des calottes ou de la vapeur atmosphérique. Mais elle se trouve à des kilomètres sous la croûte martienne. Cette découverte provient des données recueillies par l'atterrisseur InSight de la NASA. Il a passé 4 ans à écouter les subtiles secousses de la planète. Oui, il y a des tremblements de terre sur Mars. Il a analysé plus de 1300 secousses. Grâce à lui, les scientifiques ont pu cartographier la façon dont les ondes sismiques se déplacent sur la planète. Et ils ont ainsi découvert des poches d'eau liquide enfouies entre 9,7 et 19,3 km sous la surface. Pas un lac unique, mais plusieurs bassins. Ces méthodes sont les mêmes que celles que l'on utilise sur Terre pour trouver de l'eau, du pétrole et du gaz. Ils ont ainsi pu reconstituer le système souterrain martien. En effet, une partie de l'eau de la planète s'est échappée dans l'espace lorsque Mars a perdu son épaisse atmosphère protectrice. Cependant, cette découverte nous apprend que toute l'eau n'a pas disparu, mais qu'elle s'est simplement enfoncée dans les profondeurs du sol, où elle se trouve encore aujourd'hui. Si près du but, mais encore hors de portée. C'est un grand pas en avant. L'eau est la molécule la plus importante lorsqu'il s'agit de façonner le destin d'une planète. De plus, même si nous avons dit que Mars ne grouillait pas de vie autrefois, cela n'enlève rien à la possibilité que certaines formes puissent bel et bien exister aujourd'hui. Si de l'eau liquide existe encore dans les profondeurs de la planète, des microbes pourraient-ils s'y cacher ? La vie telle que nous la connaissons ne peut survivre sans eau liquide. L'idée de la vie sur Mars est donc devenue plus que jamais plausible. Mais il y a un hic. Si cette eau peut sembler être un jackpot pour les futurs projets de colonisation martienne, elle ne sera pas facile à atteindre. Dire que forer à 9,7 km de profondeur n'est pas une mince affaire est un euphémisme. Sachez qu'ici, sur Terre, le forage le plus profond que nous ayons réalisé est d'environ 12 km. C'était dans le cadre du projet Kola Super Deep Borehole. Et ce projet a poussé la technologie actuelle à ses limites. Chaleur intense, pression, panne d'équipement, tout y est passé. Sur Mars, ce serait encore plus fou. L'environnement y est beaucoup plus froid, l'atmosphère extrêmement ténue et l'infrastructure inexistante. Cela rendrait toute mission de forage extrêmement difficile.
Pour atteindre les réservoirs d'eau enfouis si profondément, nous aurions besoin d'acheminer d'une manière ou d'une autre un équipement spécialisé. Cet équipement devrait être capable de supporter un froid extrême, une faible pression et une gravité différente. Et tout cela devrait bien sûr fonctionner à distance et, de préférence, ne pas se détériorer. Et l'opération nécessiterait des tonnes d'énergie. Eh oui, il est possible que nous ne puissions y parvenir qu'à l'avenir, lorsque nous aurons des systèmes automatisés ou des astronautes sur Mars. Ce n'est pas une tâche facile, même pour les milliardaires les plus ambitieux. Pour l'instant, ce que cachent ces réservoirs reste donc un mystère. Et ce n'est pas la seule énigme. Comme nous l'avons mentionné, Mars cache l'un de ses plus grands secrets sous son pôle sud gelé. Un autre vaste lac d'eau liquide enfoui profondément. Un radar l'a révélé en scannant la calotte glaciaire de cette région qui porte un nom à coucher dehors. Il est étrange que l'eau soit restée liquide à des températures aussi basses. C'est probablement dû à la chaleur géothermique qui règne sous la surface. Et il pourrait y avoir de la vie là aussi. Ils envisagent donc de sonder d'abord ce lac, une opération beaucoup plus facile. Le travail de Curiosity est incroyable, et il continue de nous aider à éplucher les couches de l'ancien climat martien, nous livrant de nouvelles pièces du puzzle que représente l'histoire de notre voisine. Cela pourrait nous aider à éviter des erreurs similaires à l'avenir. Quelque chose s'approche de la surface de la planète. Il s'agit d'une boule de feu qui se rapproche de plus en plus à une vitesse phénoménale. Bientôt, il devient évident que la collision est inévitable. Bam! L'impact laisse un énorme cratère. Il vaporise des milliers de kilomètres cubes de roches solides. Et il déclenche une série de terribles catastrophes naturelles. Oui, je sais ce que tu te dis. Tu crois que je parle de la collision cataclysmique qui s'est produite il y a environ 66 millions d'années sur Terre. Tu sais, celle qui est responsable de l'extinction de la plupart des dinosaures et des 3/4 des autres formes de vie du globe. Mais non, la catastrophe dont je parle s'est produite sur une autre planète. Les scientifiques pensent que notre prochaine voisine, Mars, a connu la même catastrophe que la Terre. Cela se serait passé il y a environ 3,4 milliards d'années. La collision d'un astéroïde pourrait ainsi avoir provoqué un méga tsunami sur la planète rouge, semblable à celui provoqué par l'impact de Chicxulub sur notre Terre. Les chercheurs ont identifié un cratère d'impact sur Mars qui a probablement été laissé par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec sa surface. Ce corps spatial s'est vraisemblablement écrasé dans un océan situé dans les basses terres du nord de la planète Mars. L'impact a été si puissant qu'il a provoqué un immense raz-de-marée. Avant les études les plus récentes, l'emplacement exact de ce cratère n'avait pas encore été vérifié. Il n'était que théorique. Pour le confirmer, une équipe d'astronomes a simulé l'impact d'une comète ou d'un astéroïde dans la zone où ils supposaient que se trouvait le cratère. Ils ont même baptisé celui-ci Pôle. Pôle mesure 109 km de diamètre et se trouve dans une région située à près de 120 mètres sous le niveau supposé de la mer. En tout état de cause, ces simulations ont généré plusieurs cratères de la même taille que Pôle. L'une de ces modélisations tend même à prouver que ce cratère aurait été laissé par un astéroïde de 8 km de large, qui aurait rencontré une forte résistance au sol. Une autre simulation a montré que le cratère pourrait avoir été causé par un astéroïde un peu plus petit et qui aurait rencontré une résistance au sol plus faible. Mais d'après les deux schémas, le cratère d'impact aurait eu un diamètre de près de 112 km. Et le méga tsunami provoqué par la collision se serait propagé jusqu'à 1450 km du point d'impact. Ces simulations ont également aidé les scientifiques à estimer la hauteur du tsunami. Il mesurait environ 250 mètres de haut, soit presque autant que la Tour Eiffel. Les auteurs de cette étude suggèrent également que le cratère Pôle pourrait être similaire au cratère d'impact de Chicxulub sur notre planète. La météorite de Chicxulub, telle que nous la connaissons aujourd'hui, proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 10 km de diamètre et il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. Cette collision a été si puissante qu'elle a laissé sa marque sur toute la surface de notre planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait causé des méga-ondulations de la croûte terrestre dans l'actuelle région du centre de la Louisiane. Une étude encore plus récente suggère que l'astéroïde aurait également déclenché un tsunami si dévastateur qu'il a arraché des sédiments du plancher océanique jusqu'à l'autre bout du monde. L'équipe scientifique a reconstitué les événements des 10 premières minutes suivant l'impact.
Ce modèle a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus fortes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui de l'océan Indien qui a frappé l'Indonésie en 2004. La collision a déplacé une telle quantité d'eau qu'elle a généré une vague de presque 2 km de haut. C'est comme 2 Burj Khalifa, soit la plus haute construction du monde, empilés l'un sur l'autre. Et bien sûr, tout cet espace vide n'est pas resté vide bien longtemps. L'océan s'est engouffré dans le cratère d'impact, mais ce faisant, il n'a fait que s'abattre sur ses rebords, ce qui a produit encore plus de vagues. Par la suite, des raz-de-marée de plus de 10 mètres de haut ont sillonné le monde à une vitesse d'1 mètre par seconde, frappant toutes les côtes sur leur passage. Imagine un immeuble de 3 étages qui se précipite sur toi. Il n'est pas étonnant que les vagues les plus importantes et les plus rapides se soient produites près de la zone d'impact, dans les eaux libres du golfe du Mexique. Celles-ci ont atteint une hauteur de plus de 100 mètres, soit davantage que la Statue de la Liberté, et se sont déplacées à une vitesse 10 fois supérieure à celle des vagues tsunamis les plus éloignées. Mais revenons à la planète rouge. Certains experts pensent que ce n'est pas un, mais 2 méga-tsunamis qui auraient pu déchirer Mars. Ils pourraient avoir été déclenchés par 2 impacts de météorites qui se seraient produits à plusieurs millions d'années d'intervalle. Entre ces 2 collisions, Mars a connu une période de changement climatique, en conséquence de quoi l'eau liquide à sa surface s'est transformée en glace. En d'autres termes, le premier impact d'astéroïde a probablement entraîné des vagues d'eau liquide. Quant au second tsunami, il aura probablement été constitué d'éclats de glace. Par ailleurs, le plus gros astéroïde à avoir jamais percuté la Terre ne serait peut-être pas celui qui a mis fin à l'existence des dinosaures. Une collision beaucoup plus dévastatrice s'est probablement produite il y a environ 3,5 milliards d'années. De nouvelles preuves découvertes par les scientifiques dans le nord-ouest de l'Australie suggèrent que l'astéroïde dont nous parlons avait un diamètre de 20 à 30 km. Il aurait heurté la Terre à une vitesse phénoménale, libérant une inimaginable quantité d'énergie. Voilà qui prête à réflexion. Et si une chose pareille se produisait de nos jours ? Plus de 30 000 objets qui tournent autour de la Terre en ce moment même pourraient potentiellement s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont les vestiges de la formation de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ainsi, en 2004, des astronomes ont découvert un énorme astéroïde qui s'approchait de la Terre. Les premières observations ont montré que le risque que cette roche spatiale heurte notre planète était inférieur à 3%. Cet astéroïde a été baptisé Apophis. Il mesure plus de 365 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il devrait traverser notre ciel le 13 avril 2029. Apophis passera à une distance de 30 000 km de la surface terrestre. Mais même si ce caillou manque notre planète en 2029, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas 15 ans plus tard, en 2036. Si un tel objet nous heurtait, les conséquences seraient imprévisibles. Elles pourraient aller de l'explosion des fenêtres alentours à la disparition de la plupart des formes de vie terrestres. Ah, et ça détraquera probablement Internet. Oui, cette dernière pensée est vraiment effrayante. Mais fort heureusement, nos technologies modernes peuvent nous aider à éviter ces conséquences dramatiques. Les experts ont mis au point plusieurs moyens d'éviter qu'un scénario catastrophe ne se concrétise. Tout d'abord, nous pourrions utiliser un engin spatial pour faire dévier de sa trajectoire ce visiteur venu de l'espace. On pourrait aussi le faire exploser en 1000 morceaux. Les scientifiques pourraient également ralentir l'astéroïde à l'aide d'une concentration de lumière solaire. Enfin, on pourrait probablement l'éloigner à l'aide d'un tracteur gravitationnel. Il s'agit, dans la théorie, d'un engin spatial capable d'influer sur des objets spatiaux sans les toucher. Dans les films de science-fiction, il arrive souvent qu'un énorme astéroïde s'approche en douce de la Terre et se révèle être une très mauvaise surprise pour les astronomes. Il se précipite sur notre planète à une vitesse vertigineuse et n'est découvert que quelques semaines, voire quelques jours, avant la collision. En réalité, les scientifiques surveillent en permanence tous les objets massifs qui se trouvent dans le voisinage de la Terre. Cela signifie qu'il y a suffisamment de temps pour réagir avant que l'inévitable ne se produise. Il existe 3 types de missions que les scientifiques pourraient échafauder à court terme. Le type 0, un engin spatial lourd qui se précipite vers l'intrus avec un seul objectif, le faire dévier de sa trajectoire.
Dans un pareil cas, les astronomes doivent s'appuyer sur les informations déjà disponibles. La mission de type 1 implique une sorte d'éclaireur. Il serait d'abord envoyé pour obtenir des informations plus précises sur cette roche spatiale. Ce n'est qu'ensuite que l'engin principal serait lancé. Avec des informations plus détaillées, son voyage n'en sera que plus fructueux. Si les scientifiques choisissent la mission de type 2, ils enverront simultanément un éclaireur et un petit engin spatial. Ce dernier dévierait légèrement l'astéroïde de sa trajectoire et l'éclaireur recueillerait ensuite toutes les informations nécessaires. Sur la base de ces données, l'engin spatial terminerait son travail par une seconde poussée plus précise de l'astéroïde. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, on pourrait essayer de se réfugier sous terre ou même de construire des abris au fond de l'océan. Mais dans un pareil cas, il faudrait trouver des sources d'énergie qui nous permettent de survivre pendant au moins plusieurs décennies. En outre, il nous faudrait créer un système de survie capable de nous approvisionner en air et en eau douce. Mars est la cousine spatiale de la Terre. 4e planète de notre système solaire, elle fait environ la moitié de la taille de notre boule bleue. Elle possède également 2 petites lunes, Phobos et Deimos. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. Phobos est un personnage dramatique qui se rapproche de Mars et prévoit un atterrissage en catastrophe dans une 50aine de millions d'années. Deimos est beaucoup plus calme et se tient à bonne distance de Mars. Mars a été surnommée la planète rouge, en raison de sa surface rouge rouille. Cette couleur était si vive qu'elle fut repérée par les astronomes il y a de nombreuses années. On peut même parfois la voir à l'œil nu dans le ciel, sous la forme d'un petit point écarlate. Cette planète a peut-être des allures chaleureuses, mais en réalité, c'est un désert très froid. Les températures peuvent y descendre jusqu'à 153 degrés Celsius. Mais n'a-t-elle jamais été qu'un désert rouillé? En fait, non. Les scientifiques pensent qu'il y a bien longtemps, cette planète était peut-être semblable à la nôtre. Voici Curiosity, le rover détective du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les scientifiques veulent à coup savoir sur le climat, le paysage et les autres caractéristiques de la planète. Curiosity est un robot de la taille d'une voiture. Il pèse environ 900 kg. Il a entamé son voyage le 26 novembre 2011 et il a réussi à se poser sur Mars le 6 août 2012. À l'origine, la mission de Curiosity devait durer 2 ans, mais elle se poursuit encore aujourd'hui. Curiosity est en fait un laboratoire spatial sur roues. Il est équipé de caméras, de spectromètres, de détecteurs de radiation et de capteurs pour étudier l'environnement martien. En se déplaçant, Curiosity rembobine l'histoire de Mars. Au cours de sa mission, notre rover a découvert quelque chose d'incroyable. Des traces de lacs et de rivières datant d'une époque lointaine. L'endroit préféré de Curiosity pour s'amuser est le cratère Gale. Il s'agit d'une oasis martienne préhistorique où l'on pense qu'il y avait jadis de l'eau. Il y a une énorme montagne au milieu, le mont Sharp. Cet endroit est plus haut que 10 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Il contient des couches de roches qui renferment tout un tas de secrets. Récemment, les scientifiques ont repéré quelque chose de formidable en étudiant les données de Curiosity. Des fissures de boue. Qu'y a-t-il de si surprenant? Il ne s'agit pas de n'importe quelle fissure. Ce sont des messages du passé. Elles signifient que le sol martien s'humidifiait puis s'asséchait alternativement. Lors des phases de séchage, la boue du sol se rétrécissait et se fissurait, créant ces jonctions en forme de T. Il semblerait d'ailleurs que le sol martien ait connu plusieurs cycles d'humidité et de sécheresse. Cela se serait produit jusqu'à 10 fois. Ainsi, les jonctions ont pris la forme de fissures en forme de I. Lorsqu'un groupe de fissures en forme de I s'assemble, elles forment un motif super cool, quelque chose comme un patchwork d'hexagones. On dirait des nids d'abeilles ou la peau d'un dragon. Chacun de ces hexagones a la taille d'un bonbon. Des cycles similaires se sont produits sur Terre, et ils sont liés à l'apparition de la vie. Lorsque l'eau s'assèche, elle laisse derrière elle des substances concentrées qui sont propices aux réactions chimiques. Et ces réactions pourraient être celles qui donnent le coup d'envoi biologique. Ces hexagones existent depuis très longtemps, des milliards d'années. Cela signifie que Mars a déjà eu un climat semblable à celui de la Terre, et peut-être même de la vie. En fait, la planète rouge présente même des traces d'eau à l'heure actuelle, sous la forme de glace cachée au pôle. Mars possède un pôle nord et un pôle sud qui, comme sur Terre, sont des calottes glaciaires. Imaginez la calotte nord comme une grande crêpe glacée d'environ 1000 km de large. La calotte sud est un peu plus petite, environ 350 km de large.
mais sa couche de glace est plus épaisse, un peu comme une boule de neige dotée d'une solide enveloppe. Lorsque c'est l'hiver au pôle, la nuit est incroyablement longue. Il n'y a aucune lumière, et l'obscurité est glaciale. Pendant ces périodes, environ 30% de l'air se transforme en CO2 gelé, de la glace carbonique, comme celle que l'on voit souvent dans les films d'horreur. Mais lorsque la lumière du soleil vient réveiller les pôles, cette glace sèche se transforme à nouveau en gaz. Tous ces cycles de gel et de dégel produisent des nuages et du givre, comme sur Terre. Une fois, un rover nommé Opportunity a même surpris des nuages de glace d'eau. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Mars était autrefois prospère comme la Terre. La vie a besoin de plus que de simples cycles d'humidité et de sécheresse pour apparaître. Elle a besoin d'une atmosphère adéquate et d'autres ingrédients spécifiques. Nous ne sommes pas sûrs que Mars disposait de tous ces éléments. Et même si c'était le cas, rien ne permet d'affirmer que la vie s'y est réellement développée. Mais cela soulève une autre question très importante. Mars a-t-elle un jour abrité de minuscules créatures vivantes? Curiosity n'est pas le seul robot à tenter de répondre à cette question. Il y a aussi un rover appelé Perseverance. Il tente de trouver des indices sur la vie martienne. Il creuse dans un ancien cratère martien, autrefois rempli d'eau. Et, tel un archéologue de l'espace, Perseverance recherche des traces fossilisées d'anciennes créatures. Et le plus drôle, c'est que certains scientifiques pensent que nous avons découvert ce qu'il y avait à découvrir il y a près d'un demi-siècle. Mais que malheureusement, nous avons accidentellement détruit ce que nous avions trouvé. Cela s'est produit avant même que Curiosity ne commence à rouler sur Mars. Dans les années 80, 2 atterrisseurs de la NASA, Viking 1 et Viking 2, ont fait une halte sur la planète rouge. Ces atterrisseurs ont pris un selfie. Puis ils ont également fait des expériences bizarres sur le sol martien. Tout cela dans le but de trouver des signes de vie. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une substance organique étrange appelée perchlorate. Il s'agit d'un composé que l'on utilise dans les feux d'artifice ou le carburant des fusées. Mais la plupart des résultats ne semblaient pas très prometteurs. Ils ont même mélangé de la terre avec de l'eau et des nutriments, espérant que s'il y avait des microbes martiens, ils se nourriraient de ces substances et produiraient des gaz radioactifs. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Voici maintenant le problème. Certains scientifiques pensent que l'eau ajoutée à l'époque a peut-être détruit ces petites créatures martiennes. Les pauvres microbes qui traînaient là ont soudain été aspergés d'un liquide bizarre. Une telle situation ne serait pas très agréable pour les microbes terrestres. Ils vivent à l'intérieur de roches et absorbent l'eau présente dans l'air. Verser de l'eau sur eux serait un véritable désastre. Alors, bien sûr, leur donner des nutriments après ça ne servirait à rien. Si vous avez survécu de justesse à un déluge, vous n'êtes probablement pas d'humeur à festoyer. Les cellules de ces hypothétiques créatures martiennes contiennent peut-être du peroxyde d'hydrogène, qui leur permettrait de survivre dans un environnement extrême. Si c'est le cas, cela pourrait expliquer les résultats des expériences. Les instruments ont chauffé les échantillons. Donc, s'il y avait du peroxyde d'hydrogène, il aurait explosé, éliminant les petites bêtes et détruisant instantanément leur environnement. Imaginez à quel point ce serait ridicule s'il s'avérait que nous avons accidentellement détruit les seuls signes de vie sur Mars. Idéalement, nous aurions besoin d'une nouvelle mission sur Mars pour tester cette théorie. Espérons qu'elle ne soit pas confirmée. Quoi qu'il en soit, le voyage n'est pas terminé. D'autres missions sont prévues pour Mars, et l'homme pourrait même un jour visiter cette planète. La prochaine mission est le Mars Sample Return. Il s'agit d'un projet collaboratif super cool entre la NASA et l'ESA. Elle s'associe pour ramener des souvenirs de Mars, collectés par le fidèle rover Mars Perseverance de la NASA. Il y aura tout un tas de vaisseaux spatiaux. Ils travailleront ensemble pour ramener ces précieux échantillons martiens. Les échantillons devraient arriver sur Terre au début ou au milieu des années 2030. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nos missions martiennes sont une sorte d'échauffement pour une aventure encore plus grande. L'exploration des lunes glacées de Saturne et de Jupiter. Ces lunes cachent des océans sous leur surface, et qui sait quels secrets ils recèlent. Mais qu'il s'agisse de Mars, de lunes glacées ou d'autres choses, notre quête de vie extraterrestre se poursuit. En outre, nous commençons lentement à trouver de plus en plus de matériaux organiques sur Mars. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons enfin des microbes dans notre système solaire. Espérons-le et restons à l'écoute.